Bonjour à tous. Écoutez, au nom du département formation du moniteur, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire. Nous allons être accompagnés ce matin de Jean-Pierre Moya, de Énergie Consultant, qui est architecte, thermicien, docteur en urbanisme, qui anime pour le compte du moniteur un certain nombre de formations chez nous, dont notamment la formation sur la réglementation environnementale 2020 et d'autres formations comme tout ce qui est stratégie bioclimatique en réhabilitation notamment. Donc, quand on a décidé de programmer ce webinaire, on espérait au mois de novembre qu'on aurait des textes qui pourraient être décryptés à ce moment-là. Vous savez tous que ce n'est malheureusement pas le cas, mais vous allez voir que ça vaut quand même le coup de pouvoir en discuter en amont et que M. Moya va déployer avec vous un certain nombre d'arguments et d'éléments vraiment intéressants. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions sur le petit module qui est à droite de votre écran. Je les lui relayerai en fin d'intervention. Nous ne pourrons peut-être pas répondre à tout durant ce webinaire, mais derrière, vous pourrez recevoir des réponses personnalisées si nous n'avons pas pu y répondre en cours de session. Voilà, Monsieur Moya, encore merci d'être avec nous aujourd'hui et je vous laisse la parole. C'est à vous. Merci, Madame Bornachot. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le thème de cette séquence, c'est RE 2020, quelle opportunité pour les acteurs de la construction. Cette future RE 2020 se met tout doucement en place. Comme on vient de vous le dire, les textes sont attendus pour la fin du premier semestre 2021. Début de l'été 2021, avec probablement une application 6 mois ou 1 an ou 2 ans après, comme la RT de 2012. Donc, elle se met tout doucement en place et j'entends dire ici ou là encore une réglementation, encore des contraintes. Écoutez, au-delà des polémiques qu'elle suscite, parfois justifiées, notamment sur les faiblesses de la méthode de calcul, il n'y a qu'à regarder un peu les observations faites par certains et notamment tout récemment le collectif Effinergie. Moi, ce que je veux retenir de cette future RE 2020, elle aura le mérite d'exister et donc à partir de ce moment-là, elle devient perfectible. Moi, ce que je retiens et qui me paraît essentiel et que je souhaite partager avec vous, c'est qu'on va devoir revenir à des fondamentaux. On va devoir revenir à des fondamentaux qui touchent à l'architecture, à l'urbanisme, aux matériaux, au choix des matériaux. Et pourquoi on doit revenir à des fondamentaux qui touchent l'architecture, l'urbanisme et les matériaux? Parce que si j'admets qu'il y a l'épuisement des ressources, les sources d'énergie fossiles et fissiles vont devenir de plus en plus rares et donc de plus en plus chères, qu'il y a l'impérieuse nécessité de la lutte contre le changement climatique. La réduction des émissions de gaz à effet de serre sera certainement, probablement, assurément accompagnée dans les années à venir de mesures de plus en plus contraignantes. Et surtout, quand on construit, on ne construit pas pour 5 ans, 10 ans, on construit pour 40 ans, pour que ça dure 40 ans, 50 ans, voire 100 ans. Alors, si j'admets ça, il va falloir que je considère mon environnement autrement. Je sais que j'ai besoin d'énergie et je ne peux pas m'en passer. J'ai besoin d'énergie pour me chauffer, pour m'éclairer, pour conserver les aliments, pour communiquer. À la fin de notre petit séminaire, je pense à l'énergie, on va s'alimenter en énergie alimentaire. Donc j'ai besoin d'énergie. Et la première question, quelles sont les énergies qui sont à ma disposition? La première d'entre elles, celle par laquelle tout part, sauf peut-être pour les sources géothermiques, c'est celle du soleil. Mais là, ça pose problème. Là, ça pose problème. Alors, quel problème? C'est d'abord une énergie illimitée. Mais est-ce que c'est véritablement un problème? Il y en aurait pour 4 milliards et demi d'années. Donc, dans 4 milliards, on fera le point. On a le temps de voir venir les choses.
mais c'est surtout, et c'est là où le bas blesse, c'est surtout une énergie dont la puissance est limitée. La constante solaire, c'est environ 1367 watts par mètre carré et pas plus, mais certainement parfois moins quand ça a traversé les nuages et que ça arrive à la surface de notre planète. Et puis il y a le climat local, parce que les précipitations, la couverture nuageuse, c'est donc une source dont la puissance est limitée, mais c'est une source intermittente à laquelle il va falloir s'adapter. Et s'il faut s'adapter à cette source-là, dont la puissance est limitée et qui est intermittente, eh ben, je dois m'interroger sur mes besoins. Alors, concernant nos besoins, moi, je voudrais saisir la chance qu'en France, l'unité qu'on utilise pour exprimer une consommation d'énergie, le kilowattheure, et dans toutes les formations que j'anime pour le groupe Le Moniteur, eh bien, j'ai toujours le plaisir de présenter ce petit scénario. L'unité qu'on utilise pour exprimer donc une consommation d'énergie, c'est le kilowattheure. Et dans le kilowattheure, il y a kilowatt et il y a heure. Les heures représentent le temps et les kilowatts représentent la puissance. Quand j'étais adolescent, eh bien, je vivais chez mes grands-parents en Auvergne, et quand ma grand-mère me disait écoute, quand tu quittes ta chambre, tu éteins la lumière, bien évidemment, elle me faisait agir sur le paramètre temps, et elle espérait ainsi me faire acquérir un comportement qui relève, l'expression consacrée est la sobriété. Donc, elle souhaitait me faire acquérir un comportement qui relève de la sobriété. Et quand elle me disait, écoute, si pour faire tes devoirs, tu as besoin d'une lampe, n'allume pas toutes les autres lampes. Donc, elle me faisait agir sur le paramètre puissance et elle essayait ainsi de me faire acquérir un comportement qui relève, l'expression consacrée est l'efficacité. Donc, elle souhaitait me faire acquérir à la fois un comportement qui relève de la sobriété et un comportement qui relève de l'efficacité. Donc, l'énergie, c'est une puissance multipliée par un temps, et l'énergie est une grandeur qui exprime un travail. Et de là, je me pose la question, si je confie un travail à l'être humain, que vaut sa puissance et pendant combien de temps est-il capable de le faire? Si je vous demande de monter les escaliers de la Tour Eiffel 4 à 4, vous franchirez peut-être les quatre premières marches allègrement, les 4 suivantes un petit peu moins allègrement, etc. Mais vous n'irez pas jusqu'en haut, 4 à 4, parce que tout simplement, la puissance humaine, allez, en moyenne, pour bien ancrer ça dans notre mémoire, c'est en gros 100 watts. Il est évident que quand vous montez à vélo le mont Ventoux, vous développez un petit peu plus, mais pas pendant des heures. Donc, l'être humain n'est pas puissant. Et grâce à cette unité kilowattheure, on peut retracer un petit peu l'histoire de l'humanité. L'être humain, 100 watts, a développé un autre muscle, c'est celui qui est dans notre tête, et c'est là qu'il a inventé des phrases admirables. Si ton voisin veut faire le travail à ta place, ne l'en dissuade pas. Et donc, il s'est adjoint la force des esclaves. Mais les esclaves, c'est 100 watts aussi. Il s'est adjoint la force du bœuf. Mais le bœuf doit se reposer également et doit dormir. Et puis, il a découvert la force de la nature. Le vent, la roue hydraulique, le moulin à vent, etc., etc. Mais il a vu que tout cela, c'était peut-être un peu plus puissant que lui, que ses 100 watts, mais que c'était intermittent. Et puis quand il a découvert le charbon, quand il a découvert le pétrole et quand il a découvert l'uranium, l'être humain est devenu extrêmement puissant. Si je vous demande de monter la tour Eiffel en prenant l'ascenseur, eh bien vous pourrez faire ça, monter et descendre tout au long de la journée. Vous aurez à votre disposition une puissance et une énergie en termes d'heures, en termes de temps. Mais cette énergie, on sait que dans les décennies qui viennent, il n'y en aura plus. Et parce que je construis pour les 50 ans, 100 ans à venir, eh bien, il faut que j'intègre déjà aujourd'hui dans mes projets de construction le fait que
Eh ben, dans 50 ans, mon bâtiment ne disposera plus des mêmes sources d'énergie qu'il dispose aujourd'hui. Mais il disposera de cette énergie-là, le soleil. Il y en a pour 4 milliards et demi d'années, donc on a le temps de voir venir. Seulement, on voit que sa puissance est limitée. Hein, arriver à la surface de la planète, allez, en moyenne, on retient 100 watts par mètre carré. Je peux chauffer sans problème un bâtiment passoire avec le fioul, avec du charbon, avec du gaz, avec l'électricité, mais je ne peux pas chauffer un bâtiment passoire avec l'énergie solaire. Donc, j'ai deux leviers à ma disposition pour pouvoir utiliser intelligemment et de manière efficace l'énergie solaire. C'est la sobriété et c'est l'efficacité. Si je veux ouvrir la porte à l'énergie solaire dans mes bâtiments, eh bien, il faut que je travaille sur mes besoins, sobriété et efficacité. Donc, revenir à des fondamentaux, ben, ça veut dire que si je veux utiliser le soleil, ben, il faut que je regarde sur l'assise foncière où je vais réaliser mon projet, ben, s'il bénéficie d'ensoleillement. Et je vais commencer par établir le diagramme solaire. Rien de révolutionnaire là, absolument pas. Dans les années 80, un monsieur qui répondait au nom, et qui répond toujours, au nom de monsieur Édouard Mazria, qui a écrit le guide de l'architecture solaire passive, expliquait tout cela. Édouard Mazria a été invité à la COP 21 à Paris en 2015 et il a créé une association qui s'appelle Architecture 2030. Il part du principe suivant, c'est que le bâtiment est le problème, le bâtiment est la solution. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le bâtiment est la solution. Donc, je regarde si là où je vais implanter le bâtiment, eh bien, il est ensoleillé, qu'il n'y a pas un autre bâtiment en face qui fait ombre, qu'il n'y a pas une montagne ou une colline qui fait ombre. Peut-être que je dois m'implanter un petit peu plus loin. Et puis, il faut que je regarde au niveau aussi urbain, qu'il n'y ait pas l'autorisation au niveau d'un PLU de la construction ou d'une zone constructible et qu'en face, une autre zone constructible ou des hauteurs de bâtiments beaucoup plus hautes soient autorisées. Ce qui fait que les bâtiments qui seront au nord risquent d'être dans l'ombre. Et pour peu que ces bâtiments-là aient des panneaux solaires sur le toit, eh bien, quelle catastrophe, vers quoi on va? Alors, comme il existait il y a quelques années le droit au soleil et qu'un jour il a disparu, est-ce que le droit au soleil, avec la RE 2020, et je dirais, et les remontées qui vont être faites par les différents acteurs, est-ce que le droit au soleil fera son retour dans le code de l'urbanisme? Je l'espère. Je travaille actuellement avec des élus sur la rédaction d'un PLU au titre du règlement. Ils veulent développer le bonus constructibilité, donc ils veulent développer ce bonus. Ils veulent inciter les constructeurs à mettre des panneaux solaires, mais je les sensibilise au code d'ombre. Je leur dis, mais attendez, utilisez le coefficient biotope pour laisser un peu d'espace aux bâtiments de façon à ce qu'au 21 décembre, les bâtiments ne soient pas dans l'ombre. Je travaille dans le cadre de l'opération Profil pour le CSTB sur un vieux bâtiment du XVIIIe siècle dans la région de Chartres, où devant ce bâtiment, il y a un autre bâtiment. Le diagramme solaire montre, et puis les personnes qui habitent l'ont pu le constater, eh ben, le bâtiment solaire ne fait pas ombre le 21 décembre. Le soleil est juste au niveau du fêtage de ce bâtiment. Donc, il va falloir prendre en compte cette dimension. Et quand bien même le site sur lequel j'implante mon bâtiment est correctement ensoleillé, il n'y a pas de risque de voir dans quelques années un bâtiment qui va mettre mon bâtiment dans l'ombre. Ben, il faut s'intéresser également à autre chose. C'est le climat, aller chercher les données climatiques, hein, les vents, surtout si je veux réaliser des espaces extérieurs, conviviaux, etc. S'ils sont ventés toute la saison au cours de laquelle j'espère que les gens vont se retrouver dehors, ils n'iront jamais dehors. Il faut que je regarde la nubulosité, il faut que je regarde les précipitations et surtout si j'envisage des espaces végétaux, une végétation qui a bien besoin d'eau en été et que le diagramme pluviométrique me dit en été, il y a une pluviométrie très très faible, qu'il faut que je réfléchisse à un stockage d'eau pour pouvoir arroser ma végétation en été.
on voit que je dois revenir à la saisie de ces informations. Que vaut sur le plan environnemental le site sur lequel je vais m'implanter? Et ensuite, une fois que j'ai cette connaissance-là, l'ensoleillement, le climat, eh bien, je descends d'un cran et je m'intéresse à, je dirais, l'enveloppe du bâtiment. Quelle sera l'enveloppe du bâtiment? Comment je vais répondre au programme du maître d'ouvrage? Donc, quelle stratégie bioclimatique je vais mettre en œuvre? Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, le diagramme bioclimatique. C'est quelque chose qui date des années 65, quand le département d'économie des Nations Unies a demandé à une équipe d'architectes de réfléchir à la façon de concevoir une enveloppe et de dire en climat extrême quelles seraient les caractéristiques de l'enveloppe d'un bâtiment permettant d'assurer le confort des usagers au moindre coût énergétique. À la même période, et ça s'est traduit par les tables de Mahoney qui existent toujours. Moi, je connais des bureaux d'études en Afrique du Nord, dans les pays asiatiques qui sont un peu des climats extrêmes, qui travaillent encore avec les tables de Mahoney pour définir les caractéristiques de l'enveloppe. Donc, en parallèle de ça, on a eu Olgier qui a présenté le diagramme bioclimatique sous cette forme-là. Et puis, quelques années après, il y a eu M. Givoni qui a présenté le diagramme sur le diagramme bioclimatique directement appliqué sur le diagramme de l'air humide. Ces travaux-là ont fait l'objet d'une traduction par M. Jean-Louis Izard et c'est un ouvrage qui a été édité dans les années 80 par le Moniteur. Hein, c'est une somme de connaissances sur les stratégies bioclimatiques. Donc, c'est peut-être l'occasion de replonger dans ce document. Et on voit bien que quand on fait, en tout cas sous nos latitudes à nous, sur le territoire métropolitain, ben, on voit bien l'importance que revêt l'isolation thermique. Et il y a 2 ans ou 3 ans, dans le cadre d'un travail pour le compte de l'ANA, une recherche bibliographique me fait tomber sur un bouquin qui a été édité en 1950, l'isolation thermique dans le bâtiment. En 1950, je n'étais pas encore né, et j'ai extrait quelques lignes de la préface écrite par M. Dautry, ancien ministre de la Reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre. Et on peut lire dans cette préface la chose suivante. Le bouquin, montre clairement que le confort de l'habitant dépend moins de la source de chaleur que de l'isolement des parois. Les frais supplémentaires afférents à un double vitrage ou à l'isolation d'une toiture sont largement rentables sous la plupart de nos climats. On aperçoit l'importance nationale que revêt dans la reconstruction immobilière le problème de l'isolement thermique. Il s'agit pour le présent de consentir quelques investissements supplémentaires qui se retrouveront largement en devises économisées dans les budgets extérieurs dans les années à venir. Eh bien, si on avait suivi les recommandations de M. Dautry, EDF ne serait jamais né, GDF ne serait jamais né, Total ne serait jamais né, etc., etc. Donc on voit bien l'importance, et encore plus aujourd'hui, puisqu'on veut à l'échéance 2030, non 2050, être neutre au point de vue émission carbone. Bon, il y a intérêt à se relever les manches. Et je suis tombé sur un autre bouquin qui a été écrit dans les années 80, Le soleil, l'environnement, l'architecture, d'un architecte, M. David Wright, qui disait, et je ne sais pas où il a pris ce ratio, mais il est vrai qu'à l'époque, le poste dominant, c'était le chauffage. Il écrivait dans son bouquin, obtenir 50 kWh de consommation, c'est pas difficile, il faut mettre un peu plus d'isolant. Ben, tout a été écrit. Et le challenge que j'ai à relever aujourd'hui, c'est de concevoir une enveloppe permettant aux usagers, en fonction du climat, en fonction du programme, habitation, bureau, etc., une enveloppe qui permette aux usagers de satisfaire, je dirais, leur travail ou leur vie au moindre coût énergétique. On rejoint en cela la problématique qui avait été posée par le département d'économie des Nations Unies dans les années 1965. Et donc, eh bien, pour avoir une enveloppe performante, j'essaye aussi de me rappeler la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments qui dit qu'à l'échéance 2020, nous sommes en 2020, eh bien, les bâtiments neufs devront être à énergie quasi nulle.
Ils sont loin, nos bâtiments neufs, d'être à énergie quasi nulle. On verra ce que va sortir la RE 2020 en termes de consommation d'énergie. Il faut faire des bâtiments proches du zéro énergie, en tout cas pour le poste chauffage. Donc, revenir aux fondamentaux, c'est revenir à l'orientation, à la forme, à la volumétrie, au choix entre résistance thermique, inertie thermique, au rapport entre les dimensions des ouvertures et les surfaces pleines des façades, et en particulier la façade sud. C'est important, c'est important. Je me souviens, mon prof de thermique, donc ça remonte à quelques années, a commencé son cours en disant, vous savez ce qui fait que, en été, dans une maison provençale, il fait frais siroter son pastaga. Eh bien, je veux vous révéler le secret du mas provençal. Eh bien, les Provençaux, et je faisais un exposé sur cet aspect-là à des architectes à Rennes qui me disaient, mais c'est le même principe dans la construction de la longère en Bretagne. Ils sont arrivés à faire entre les apports différés liés à l'inertie de transfert de la paroi et les apports instantanés à travers les vitrages, ils sont arrivés à approcher des façades zéro énergie. Une université américaine a sorti il y a 5-6 ans un document en disant ben voilà comment on est capable de faire des façades sud zéro énergie à partir de la connaissance du climat local. Eh bien voilà la résistance qu'il faut ou l'inertie thermique qu'il faut dans vos parois et voilà le type de vitrage qu'il faut mettre en œuvre. Et maintenant, parce que ça me paraît être moi quelque chose de tout à fait naturel dans la conception d'un projet, c'est s'intéresser aux matériaux et de s'intéresser aussi à l'énergie qui a été nécessaire pour fabriquer le matériau, à ce qu'on appelle improprement l'énergie grise. Donc je vais m'intéresser à l'impact environnemental que peut, je dirais, avoir le matériau ou les matériaux que je vais prescrire. Donc on revient à des fondamentaux, aux fondamentaux du métier d'architecte, aux fondamentaux du métier de concepteur. Je considère l'environnement, je considère le relief, j'essaie de m'implanter. Et comme il faudra prendre en compte le bilan carbone, eh ben peut-être que je ferai moins de déblais, un peu moins de remblais, et j'essaierai un petit peu mieux de m'adapter à la topographie du terrain, au relief. J'essaierai peut-être aussi d'optimiser les réseaux d'alimentation, d'évacuation, etc. Parce que dans la future RE 2020, il y a le contributeur qui s'appelle chantier. Dans un premier temps, il y aura bien entendu des valeurs peut-être forfaitaires, mais je n'attends pas les valeurs vraies. Je commence maintenant à me poser la question. Alors, on va donc subir un cadre réglementaire. Moi, je ne considère pas que c'est subir un cadre réglementaire, je considère que c'est une opportunité de faire encore mieux, même si le cadre réglementaire a beaucoup de faiblesses, beaucoup de lacunes, mais il est perfectible. Donc ce cadre réglementaire, eh bien, je vais m'en servir pour avancer, être plus performant, être plus efficace. Et je me souviens d'un document publié par l'Agence internationale de l'énergie. Ce document a été publié en avril 2003, qui met en avant le processus de conception intégrée et qui disait, c'était le titre du document, si vous voulez faire un bâtiment performant d'un point de vue énergétique, mettez en place un processus de conception intégrée parce que tout le monde sait que c'est au démarrage, dès les premières esquisses, que c'est là que je peux faire les plus grandes économies. C'est pas arrivé au moment de la réalisation que je règle les problèmes, parce que là, ça coûte cher et ça ne règle pas souvent les problèmes. Eh bien, un dernier point avant de conclure. Bien, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est bien l'intelligence humaine. Et je dois prendre en compte, dans une approche systémique, avec une équipe de concepteurs, avec le maître d'ouvrage, l'ingénieur acousticien, thermicien, etc., l'inscription du projet dans le site, la forme, l'orientation, le vent, le soleil, l'espace extérieur, la gestion des eaux pluviales, le confort, la qualité des ambiances, le choix des matériaux, les déchets, anticiper la maintenance, la durée de vie des matériaux que je mets en avant, des systèmes que je mets en avant, parce qu'un document qui est paru en janvier 2014, la source c'est la méthode PCI, processus de conception intégré au service de l'expérimentation BBC pour tous, de la métropole rennaise, montre que finalement,
c'est véritablement au démarrage que je me donne la capacité à impacter sur la maîtrise des coûts et je n'attends pas, je dirais, les différentes étapes de la loi MOP qui montrent qu'elle est inadaptée et qu'elle doit évoluer pour faire avancer les choses parce que ce n'est pas au moment de la réalisation que je règle les problèmes. Donc, je vois la courbe verte, c'est la capacité à impacter sur la maîtrise des coûts et on a plutôt une tendance traditionnelle, je dirais, à attendre presque le DCE pour finaliser les choses. Je pense que c'est au niveau de l'APS qu'il faudra tout finaliser avec l'ensemble de l'équipe, des membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre et avec la participation active du maître d'ouvrage qui doit plus attendre un bâtiment performant et non pas un bâtiment qui réponde à la réglementation en vigueur. C'est de dire je vais construire un bâtiment, mais que vaudra mon bâtiment dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans? Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Je ne sais pas comment la réglementation va évoluer. Je ne sais pas comment le prix des énergies va évoluer, mais je sais pertinemment que ça ne va pas évoluer à la baisse et je sais pertinemment que les contraintes réglementaires vont être de plus en plus drastiques. Donc le maître d'ouvrage aussi à réfléchir à ce que deviendra son bâtiment dans les années à venir. J'ai tenu le timing. Absolument, Monsieur Moya, et je vous en remercie. On sent votre implication et votre conviction quand vous parlez de ces sujets. Les réactions sont nombreuses. Effectivement, quelqu'un nous dit cette question est essentielle. Agir sur les comportements. Il faut réduire les quantités de matière, d'eau et d'énergie utilisées. Une autre personne qui nous dit oui, un architecte nous dit oui, je suis 100% d'accord. Le problème, c'est que lors des études d'architecture pendant 5 ans, ces sujets sont beaucoup trop pauvres et qui ne sont pas abordés et qu'il va vraiment sans doute falloir changer cela. J'ai eu la chance de faire mes études d'architecture à Marseille. J'ai fait l'école d'archi et l'école d'ingénieur. Il y avait des profs d'archi qui enseignaient à l'école d'ingénieur et inversement au sein du groupe Ambiance bioclimatique sous la direction de Roger Dabat et de Jean-Louis Zard qui a traduit le bouquin de Givoni, L'homme, le soleil et l'architecture ou L'homme, le climat et l'architecture. Ça serait sympa de le rééditer, paru au Moniteur. Oui, j'ai eu cette chance, mais je sais que c'est pas toutes les écoles qui font ce genre d'enseignement. Bon. Alors, on a quand même une question sur la responsabilité. On a pas mal parlé de la maîtrise d'œuvre. Sur la responsabilité des maîtres d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, il doit mettre sur le marché, il doit mettre un objet ou un projet conforme à la réglementation en vigueur. Et pour cela, il s'appuie sur une équipe de maîtrise d'œuvre qui connaît le boulot et il s'encadre, je dirais, de la compétence d'un bureau de contrôle pour vérifier que tout est bien. Donc, quelle pourrait être autre sa responsabilité en termes de consommation? Non. Les calculs réglementaires, la RT 2012, c'est uniquement un calcul réglementaire, c'est pas un calcul qui va afficher une consommation effective. Alors, à ce propos, il est difficile d'afficher une consommation effective. Quand je préparais mon doctorat, j'étais tombé sur une étude faite par la SIA, c'est la Société suisse des ingénieurs architectes, qui montrait que le seul comportement des usagers, on a parlé de sensibilisation des usagers et autres il y a quelques instants, le seul comportement pouvait faire varier la consommation de chauffage dans un rapport de 1 à 4. Et il y a 3 ans ou 4 ans, l'ADEME a missionné une équipe pour évaluer le comportement à la lumière des nouvelles réglementations thermiques et il montrait que le comportement pouvait faire varier les consommations dans un rapport de 1 à 3. Et ça a été la notion d'effet rebond, etc. Donc effectivement, garantir une consommation effective, non, parce que le comportement est complètement aléatoire. Mais justifier qu'on fait un bâtiment qui est dans les clous d'une réglementation, oui, il ne peut pas faire autrement. Et c'est pour ça qu'il s'entoure d'architectes, d'ingénieurs, etc.
Alors, encore une fois, voilà, les commentaires sont élogieux, j'ai envie de dire. Tout le monde a l'air 100% d'accord avec vous, mais avec un petit peu de scepticisme quelque part ou de questionnement autour. Mais du coup, comment faire en sorte que les programmes aillent dans ce sens ou encore une réflexion, finaliser une approche environnementale au stade APS, n'est-ce pas illusoire dans la pratique? Non, non, parce que aujourd'hui nous avons les outils informatiques, les logiciels de simulation, qui permettent de faire le calcul beaucoup plus rapidement que nous et qui nous permettent de gagner en temps de réflexion, d'analyse, etc., etc. Quand l'équipe de concepteurs, je ne parle plus d'architectes, je parle de l'équipe de concepteurs où chacun a sa parcelle de savoir. Quand l'équipe de concepteurs a commencé à finaliser une volumétrie, je dirais dans quelques instants, je reviendrai sur cette notion de volumétrie. Quand l'équipe de concepteurs a commencé à arrêter une volumétrie, eh bien, très rapidement, parce qu'il y a le BBio, il y a le BBio qui est applicable et qui va continuer à être applicable, eh bien, à ce moment-là, les logiciels de simulation, etc., moi, je le vois, j'utilise comme Playad, j'utilise ArchiWizard, les logiciels nous demandent quels matériaux vous mettez. Eh bien, on prend quelques minutes de plus. Au préalable, on aura été sur la base de données de l'INIES rechercher des matériaux à faible impact environnemental. Ça, ce n'est pas gagné parce qu'il y a plus de 4000 et quelques DES. On a encore notre historique à implémenter dans notre cerveau pour se dire c'est plutôt vers ce type de matériaux que je me dirige ou autre. Je peux me diriger sur les matériaux biosourcés, mais bon, les industriels qui développent des matériaux biosourcés n'ont pas les moyens financiers, techniques et autres, ou en tout cas ingénierie pour établir les FDES. Je pense qu'on pourrait les aider financièrement, il n'y a pas de souci. Donc je pense que c'est au niveau de l'APS qu'on est capable de sortir le projet et de ne pas attendre la rédaction du CCTP pour commencer à se dire ah tiens zut là il y a un problème, etc., etc. Donc parce qu'on a les outils sous la main qui permettent de faire ça. On n'aurait pas les outils, je dirais oui, la loi MOP est adaptée étape par étape et on regarde. Aujourd'hui, la loi MOP me paraît être complètement déconnectée de la réalité. L'APS, il faut l'enrichir, lui donner un peu plus de temps, etc., etc., pour qu'on aille, je dirais, au fond des choses. Quand la volumétrie est faite, qu'est-ce qu'il y a après? C'est à définir les matériaux et on voit. Quand je fais des simulations, il suffit d'orienter différemment le bâtiment et on voit le débio bouger, etc. Donc, je parlais de notion de volumétrie. J'ai la chance de travailler avec des élus sur la rédaction d'un PLU, la partie réglementaire. Et les PLU, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais veulent développer, au niveau des élus, veulent développer le bonus de constructibilité. Et je l'ai sensibilisé à la notion d'ombre, à la notion d'ensoleillement. Ne mettez pas les bâtiments côte à côte parce que le premier, il y aura du soleil, mais suivant qui va arriver, va mettre le précédent dans l'ombre. Ah bon, eh ben oui, oui. Eh ben, donc on utilise les éléments et les articles du code de l'urbanisme et notamment le coefficient de biotope pour laisser un peu de distance entre les bâtiments. Et le droit au soleil, j'aimerais bien qu'il revienne, quoi. Peut-être sous une autre forme, mais au-delà d'une certaine distance ou en deçà d'une certaine distance, interdit de construire, si j'ose dire. Alors, je rebondis justement sur ce droit au soleil, cette notion de soleil qui aurait existé dans le code de l'urbanisme. Quelqu'un aimerait que vous reveniez sur cette notion. C'est vraiment quelque chose qui a existé dans le code Tout à fait, madame, tout à fait. Tout à fait, c'était l'article R111-16. Je me souviens, j'étais jeune architecte et j'avais un copain qui était à la fac de droit et qui était étudiant à la fac de droit et qui a fait sa thèse sur le droit au soleil. Et on a fait des schémas d'exemple à partir de l'article que j'ai mis en place. C'est l'article R111-16 avec les inclinaisons à 45, 60 degrés, etc. etc. Euh, on a le site internet Légifrance et il y a en mémoire toutes les anciennes versions des codes. Il suffit que vous tapiez donc le code de l'urbanisme au 31 décembre 2002-2003, et c'est l'article R donc dans la partie réglementaire, mais dans la partie règlement national d'urbanisme.
Donc, et puis vous tapez 1 an ou 2 ans après, et puis vous verrez qu'il a complètement disparu. Et j'ai fait des recherches, il a pas été recodifié sous un autre numéro. Non, non, le droit au soleil a bel et bien disparu au nom de la densification, hein, et pour relancer la construction. Mais alors, si on relance la construction et qu'on incite les gens à faire du passif, à mettre des panneaux solaires et qu'on laisse les autres vous mettre dans l'ombre quelques années plus tard, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a de la jurisprudence, hein, sur trouble de jouissance, hein. J'ai consulté quelques arrêts de jurisprudence où effectivement il y avait des personnes qui avaient construit des bâtiments bioclimatiques avec des panneaux solaires et le PLU n'avait pas fait gaffe, les élus n'avaient pas fait gaffe, ou le BET qui avait rédigé les articles n'avait pas fait gaffe. Bah, les implantations et les hauteurs des bâtiments en face ont fait qu'un jour, cette maison bioclimatique s'est retrouvée dans l'ombre, quoi. Bon, Oui, le bâtiment n'a pas été construit. Le bâtiment n'a pas été construit parce que les usagers avaient porté plainte bien avant le premier coup de pioche. alors c'est vrai que la RE 2020 va a priori concerner plutôt les bâtiments neufs que les bâtiments existants. Mais qu'est-ce qu'il en est quand même, ou que recommanderiez-vous pour tout ce qui est rénovation, réhabilitation? On ne peut plus orienter le bâtiment différemment. Les matériaux et l'isolation sont-ils suffisants aujourd'hui pour faire des choses à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il en est selon vous? C'est l'enjeu majeur des années à venir, hein. Nos bâtiments neufs, c'est 1% de la construction par an. Ça ne va pas très très loin, hein. Sur les 30 millions de logements, il y a 15 à 20 millions, enfin les, 30, oui, 30 millions, il y a 15 à 20 millions de logements à rénover. Alors en centre urbain, etc., quand j'interviens sur les bâtiments anciens, je fais systématiquement le diagramme solaire parce que je ne peux plus déplacer le bâtiment, il est là, et puis je ne peux plus pousser celui qui est en face, etc., etc. Donc je fais avec ce que j'ai, et si le rez-de-chaussée et le premier étage n'ont pas de soleil, et que ceux au-dessus ont du soleil, hein, parce que mon diagramme solaire me montre qu'ils en ont, eh bien je les aborde de manière différente. Il est évident que ceux où ils n'ont pas de soleil, bah, ça sera la résistance thermique, j'isolerai mieux autant qu'en isolant je ne génère pas des pathologies. C'est extrêmement important. Et ceux qui sont aux étages supérieurs, qui sont ensoleillés, qui ont cette chance-là, hein, que le bâtiment d'en face n'est pas venu mettre dans l'ombre, eh bien, j'essaie de regarder si l'inertie thermique, etc., peut participer en tant qu'apport solaire gratuit, peut participer à la satisfaction des besoins de chauffage, hein. Mais là, D'accord. le moniteur a édité un ouvrage, me semble-t-il, sur l'isolation thermique du bâti existant. C'est fort possible, je ne les connais pas tous, mais c'est avec plaisir qu'on transmettra effectivement le Oui, titre à parce que, nos parce que auditeurs. le choix de l'isolant n'est pas innocent. Il n'y a pas que la conductivité thermique, hein, il y a le risque de condensation, il y a le risque d'incendie, il y a la tenue. Il y a une vingtaine de critères. Dans ce bouquin, il y a une vingtaine de critères. On a plusieurs aussi questions autour des surcoûts finalement que pourrait constituer la RE 2020 dans un projet de construction neuve. Est-ce qu'on a une idée effectivement de ce que ça va impliquer en termes financiers? Oui, donc il semblerait qu'il y a un surcoût de quelques pourcents. Mais je serais tenté de dire, est-ce que ce surcoût, je ne peux pas comment dirais-je, le réduire en réfléchissant un peu mieux à la volumétrie, à la forme du bâtiment. Parce que si je prends un bâtiment carré, hein, de 100 mètres carrés, hein, 10 par 10 par 10 par 10, ça me fait 40 mètres linéaires de façade. Mais je n'ai que un quart des façades qui vont être exposées au soleil. Et si je divise en deux ce carré de 10 par 10 et que je mets bout à bout, j'ai toujours 100 mètres carrés. Mais j'ai un bâtiment qui fait 20 mètres de long sur 5 mètres de large. C'est une extrême. Mais au point de vue ensoleillement, il sera mieux ensoleillé que l'autre. Alors entre ces deux extrêmes, à l'équipe de réfléchir, à l'équipe de concepteurs de se gratter la tête et de retrouver
quel est le rapport qui est le plus intéressant compte tenu du relief, compte tenu de l'environnement, compte tenu de l'orientation possible, etc. etc. Et on voit que la forme parallélépipédique, il y a une forme optimisée, pas la même selon le lieu d'implantation, etc. Mais je dirais au maître d'ouvrage, à l'équipe de concepteurs, de justifier la forme, de justifier la volumétrie. Et là, on peut gagner aussi. Parce que entre mon bâtiment carré de 10 par 10 et mon bâtiment de 20 par 5, ben, dans l'un, j'ai 40 mètres linéaires de façade, dans l'autre, j'ai 50 mètres linéaires de façade pour la même surface. Donc, j'ai 20% de façade en plus, et donc 20% d'isolant en plus, 20% de matériaux en plus. On va me dire, oui, mais l'architecture, l'esthétique, oui, oui, ce sont des choix multicritères à Très bien. gamberger, à réfléchir. Et je crois à l'intelligence humaine. On a réussi à déposer un satellite sur un astéroïde, et on n'arrive pas à régler ces problèmes là terre à terre. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres enjeux? Alors, quand on veut quelque chose, on trouve les moyens, et puis il paraît que quand on ne veut pas, on cherche des prétextes. Alors oui, il faut se gratter la tête. Alors oui, peut-être que l'esthétique, peut-être que l'environnement, peut-être que le relief, peut-être que, je vais faire un bâtiment performant, mais qui coûtera peut-être 4-5% de plus. Mais peut-être que ces 4-5% de plus vont permettre d'avoir un bâtiment mieux valorisé dans 20 ans ou 30 ans. Merci pour ces réponses. Nous allons arriver au terme de cette intervention. Je crois que vous avez même des copains dans l'auditoire. J'ai quelqu'un qui me dit, Monsieur Moya, on s'est connus avec Isard et autres. Le livre sur le conflit et le végétal dans l'architecture a l'air de lui rappeler des choses. Mais pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, ce que la RE 2020 aura de plus exigeant sur tous ces aspects que la RT 2012? Bon, alors de plus d'exigeant, elle reprend la RT 2012, avec, je dirais, des valeurs un peu plus serrées. C'est normal, on doit faire au fur et à mesure de l'évolution des réglementations, il faut faire toujours un peu mieux. Tant que les textes ne sont pas publiés, je ne sais pas les quelques tours de vis, le nombre de tours de vis qui seront réalisés. Mais il faudra intégrer d'autres consommations énergétiques qui n'ont jamais été intégrées jusqu'à présent et dont on s'aperçoit l'importance. C'est l'éclairage des parties communes, c'est l'éclairage des espaces extérieurs, c'est l'éclairage des parkings, etc., etc. C'est de l'électricité consommée en plus. Et donc, est-ce qu'il faudra revenir à la bougie si on maintient ce coefficient, ce coefficient énergie primaire à 2,58? Donc, il y a encore des arbitrages à faire. Il y a encore des arbitrages à faire, mais c'est vrai que ça, je peux compenser en mettant du photovoltaïque et autres. Aujourd'hui, le fabricant de lampes, les puissances d'éclairage et la durée de vie avec les éclairages à partir de LED ont fait des progrès considérables. Donc, il faut vraiment que j'aborde le projet avec une véritable vision globale sur sur 2, 3, 4, 5 décennies, qu'est-ce que ça vaudra? Alors, je ne sais pas ce que vont me proposer les industriels dans 5 ans, dans 10 ans. Certainement qu'ils vont proposer des matériaux, des produits systèmes encore plus performants et peut-être encore moins chers et peut-être encore moins carbonés à leur fabrication. Je ne sais pas, mais en tout cas, je m'inscris aujourd'hui d'ores et déjà dans cette démarche parce que je fais, comme tout un chacun, du développement durable et j'essaie de voir plus loin que le bout de mon nez. Eh bien, écoutez, c'est une jolie conclusion, Monsieur Moya. Je vous remercie encore. Voilà, il y a eu beaucoup de questions. Je me permettrai de vous les faire parvenir par la suite. Bien volontiers, je répondrai. Beaucoup de réactions et beaucoup de bravo surtout pour la qualité de votre intervention. Donc, un immense merci. Et voilà, je rappelle que vous animez un certain nombre de formations chez nous, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et merci encore pour ce moment de partage. Et à très bientôt, j'espère, pour en reparler peut-être une fois les textes publiés. Merci à vous et puis merci à toutes les personnes qui ont assisté. Merci encore. Très bien. Au revoir. Merci à tous et à très bientôt. Au Au revoir. revoir.